Bonjour à tous, chers amis en France. Voilà, c'est Sébastien Drochon qui vous parle en direct pour cet éclairage de Jacques Cheminade, un éclairage tout à fait particulier puisque Jacques Cheminade n'est pas là actuellement. Il est actuellement en Auvergne, il milite dans la France, dans le fond de la France, tout simplement pour faire connaître nos solutions à des citoyens qui aujourd'hui sont très très avides de connaître ces solutions à la crise économique, à la crise financière que nous connaissons aujourd'hui. Et moi, je m'adresse à vous. On m'a demandé tout simplement de vous donner un sens de ce que nous vivons actuellement, de ce que nous vivons à travers le monde, et particulièrement aux États-Unis. Je m'adresse à vous en tant que patriote, mais aussi citoyen du monde, depuis les États-Unis, depuis l'État de New York, où je me trouve actuellement. Je me trouve actuellement dans les bureaux de nos collègues larouchistes du mouvement de Lyndon LaRouche aux États-Unis. Alors c'est indirect, donc il peut y avoir des collègues qui passent. Peut-être entendez-vous, je ne crois pas, mais il y a derrière moi, de l'autre côté, des gens qui appellent, des militants qui appellent des concitoyens américains pour les mobiliser dans la campagne de Diane Sare. Et je vais parler notamment de cette campagne parce que je suis actuellement aux États-Unis principalement pour amener un petit vent français de mobilisation française dans la campagne de Diane Sare et ramener ce vent de révolution qui souffle outre-Atlantique à travers la campagne de Diane Sare. Donc, euh, comme vous le savez, notre amie Diane Sare est candidate indépendante dans une plateforme du mouvement de LaRouche pour les sénatoriales à New York, donc dans l'État de New York, et la campagne a lieu principalement tout simplement à New York, mais aussi dans d'autres villes dans l'État de New York. Donc c'est un honneur pour moi en fait de pouvoir apporter ce vent frais d'Amérique. Parce que c'est souvent l'Amérique, on la voit à travers les écrans, on la voit à travers la politique terrible qui est menée par le gouvernement américain aujourd'hui. Mais ce que je veux vous amener, c'est cette Amérique qui n'est pas celle de l'exceptionnalisme américain, mais celle des vrais pères fondateurs, celle que nous tentons de représenter ici à travers ces campagnes. Puisqu'il n'y a pas la campagne, il n'y a pas que la campagne de Diane Sare, il y a aussi une campagne au Texas pour, euh, pour le Congrès par un de nos amis qui s'appelle Joël Dejean. Mais là, je suis ici à New York principalement pour la campagne de Diane Sare. Diane Sare qui est venue en France le 16 et 17 septembre dernier à notre conférence à Paris pour présenter justement sa bataille. Euh, donc si vous avez suivi nos publications, Diane Sare est candidate face au numéro 1 au Sénat américain, la tête de file du Parti démocrate au Sénat américain, qui est Chuck Schumer. Donc qui est quasiment, on peut dire, le numéro 2, 3 du Parti démocrate aux États-Unis. C'est une énorme personnalité. Ça fait 42 ans qu'il est à New York en tant qu'élu, en tant que sénateur. Et, euh, et c'est véritablement le candidat de Wall Street. Et aujourd'hui, le candidat de la guerre. Il fait partie du comité des affaires étrangères du Sénat. Et c'est lui qui a défendu, qui défend bec et ongle le financement et la fourniture d'armes et le soutien financier à l'Ukraine aujourd'hui, et particulièrement au gouvernement ukrainien et aux entités de l'armée. Comme on le sait, certaines sont des néo-nazis, sont en tout cas comptent des néo-nazis dans leurs membres. Et c'est ça aujourd'hui que nous dénonçons particulièrement ici aux États-Unis durant cette campagne. En tout cas, Diane Sare fait campagne sur ça très fortement. Et ça, comme vous allez le voir, je vais vous expliquer un peu, ça crée des secousses, mais inimaginables. Je vais vous donner, disons, la substantifique moelle de ce qui est en train de se passer, ce que je vois moi-même en direct, puisque je suis en plein cœur de la campagne. J'ai déployé dans quelques rues à Manhattan, à Brooklyn, à Long Island, donc dans ce New York que certains ont pu disons, connaître à travers les écrans, à travers les films hollywoodiens et autres. Mais là, c'est réel. On est dans la rue et on voit comment la population américaine réagit aujourd'hui. Et autant vous dire, il ne fait pas bon d'être démocrate aujourd'hui. La majorité démocrate risque de ne plus être une majorité après ces élections. Ça, beaucoup de sondages le disent. Donc voilà. Donc la candidature de Diane Sare, rien qu'elle-même, est un exploit. Je vais vous donner un peu un sens de ça. Elle l'avait expliqué déjà quand elle est venue à Paris, lors de notre conférence à Paris. Mais pour vous donner un sens, une candidature indépendante dans l'État de New York est normalement impossible. Ou du moins, elle est conditionnée par le fait de rassembler 15 000 signatures de citoyens enregistrés dans les listes électorales dans l'État de New York. On parle d'un État, c'est la loi spécifique à l'État de New York. Avant même qu'on puisse faire ici la campagne pour avoir les signatures, les autorités électorales ont augmenté de
3 fois le seuil de signatures, donc à 45 000 au lieu de 15 000. Il faut savoir une chose, c'est que voilà, les autres grands partis, démocrates et républicains, n'ont pas besoin d'avoir ce type de critères, mais une candidature indépendante, une plateforme indépendante nécessite d'avoir ce soutien populaire. Ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, ils ne voulaient pas de candidature indépendante, ils ne voulaient pas de candidature extérieure qui viennent bousculer leur agenda et le processus électoral. C'est pour ça qu'ils ont augmenté ce critère-là. Alors ça n'a pas arrêté Diane Serre et toute son équipe. Ça a été un sujet de discussion ici. Et avec 200 volontaires, quasiment 24 heures sur 24, j'exagère à peine, mais ils avaient des réunions tous les soirs, presque 12 à 14 heures par jour pendant plusieurs semaines. Ils se sont mobilisés comme des fous pour avoir ces signatures. Ce qu'il faut voir une chose, c'est que ça a été une mobilisation tellement intense qu'ils n'ont pas eu de couverture médiatique pendant ce temps-là, puisque tous les militants étaient mobilisés pour avoir les signatures. Elle a finalement réussi à avoir 66 000 signatures et donc être candidate. Rien que ça déjà, c'est autant vous dire dans les interviews qu'elle fait, et je vais revenir sur les quelques interviews qu'elle a pu faire chez certains youtubeurs plutôt intéressants, ça étonne. Ça vraiment c'est quelque chose qui étonne énormément. Et pour vous donner une idée, les autres plateformes indépendantes, les Verts, les libertariens, d'autres mouvements, disons, qui sont en dehors du Parti démocrate et républicain, eux n'ont pas réussi à atteindre le niveau et à se qualifier, en fait, si on peut dire. Donc seule Diane Serre du mouvement de la Rouche a réussi à être qualifiée comme candidate indépendante face donc, à Chuck Schumer, le candidat démocrate, et Joe Pinion, qui est le candidat républicain, qui en fait est juste là pour donc, comme faire valoir, mais en réalité pour permettre à Chuck Schumer de gagner cette élection. Pour vous donner un sens, même le candidat républicain, il est candidat républicain, mais il a essayé aussi d'être sous une plateforme indépendante en essayant de collecter des signatures pour notamment éviter qu'il y ait une candidature dissidente républicaine qui puisse se présenter. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a réussi à rassembler 52 signatures. Donc normalement c'est bon. Sauf que parmi ces 52 000 signatures, 19 000 étaient frauduleuses. Il avait fraudé tout simplement, il s'est fait prendre la main dans le sac. Et donc 52 000 moins 19 000, il n'a pas atteint les 45 000 signatures, donc il n'a pas pu se présenter en tant qu'indépendant, mais il est évidemment le candidat républicain. Mais c'est pour dire, en fait, si vous voulez, que même des gens importants ou des gens de plus grande notoriété, si on peut dire, n'ont pas réussi à avoir ce genre n'ont pas réussi à relever le défi sans tricher. Donc ça me fait penser, si vous voulez, ça m'a rappelé énormément la campagne que nous avons menée, particulièrement celle de 2012, mais même aussi 2017. Mais en 2012, quand Jacques Cheminade avait réussi à avoir les 500 signatures et nous nous étions mobilisés comme des fous, en fait, semaine après semaine, pendant presque 1 an et demi, pour avoir ces 500 signatures de maire, et qu'au moment où nous les avons eues, aux premières interviews en France, les médias mainstream, les politiciens distingués, eux-mêmes étaient affolés ou ne comprenaient pas comment un type comme Jacques Cheminade avait pu avoir ces 500 signatures, là où M. de Villepin ou Mme Christine Boutin n'avaient pas réussi à avoir les signatures. Donc on est vraiment là, si vous voulez, dans cette même configuration où une mobilisation sans pareil, une véritable volonté de gagner, fait qu'à un moment donné, on accomplit ce qu'on pourrait dire une forme de miracle, en tout cas quelque chose que les gens n'imaginent pas, parce que tout d'un coup, on mobilise la population. Et c'est ça vraiment qui est essentiel, cette mobilisation de la population qui voit quelque chose d'autre, qui en a marre, si vous voulez, des grands partis et des grandes structures, parce qu'elle subit la crise, et elle subit la crise économique et financière. Je peux vous assurer que le prix des denrées alimentaires aux États-Unis, c'est même plus cher qu'à Paris, c'est assez impressionnant comparé au dollar et à l'euro. Et les gens vivent aussi ce danger de guerre, et donc ils ont besoin d'une autre voie, et c'est ce que nous leur apportons à travers ces candidatures, et particulièrement celle de Diane Serre. D'ailleurs, je m'excuse, je pense, techniquement, je ne sais pas comment inverser l'écran, donc peut-être que vous lisez à l'envers, malheureusement, le poster. J'en suis désolé, problème technique, mais ça ne change rien au contenu de ce que je vais dire aujourd'hui. Malgré le fait qu'elle soit candidate, donc Diane a été expulsée des grands médias, évidemment, et systématiquement écartée des médias et du débat. Il y a eu un débat officiel. Le plus frappant, en fait, c'est qu'il y a eu un débat entre les candidats qui a été organisé donc, à Albany, dans la capitale de l'Albanie, la capitale de l'État de New York qui s'appelle Albany. Il a été diffusé sur la chaîne Spectrum News, qui est une espèce de chaîne très importante de diffusion d'actualité à New York. Bon. Diane a été exclue sous le prétexte
qu'elle n'avait pas réussi à obtenir plus de 15% d'intention de vote dans au moins 3 ou 4 sondages dans l'État de New York. Alors, la chose, c'est que plusieurs signataires pour sa candidature, eux-mêmes ont été sondés et nous ont rapporté que quand ils étaient sondés et qu'ils disaient, voilà, moi je veux voter pour Diane Sare, les autorités de sondage leur disaient, oui, non, mais bon, Diane Sare, ça ne fait pas partie en fait des propositions dans le sondage. Donc c'est incroyable. Une candidate, la troisième candidate, n'était même pas proposée parmi les candidats pour lesquels les gens devaient voter. Donc évidemment, c'est difficile dans ces conditions-là d'avoir les 15% requis. Donc ça, on l'a fait valoir. On a téléphoné, appelé, envoyé des mails à Spectrum News pour dénoncer ce scandale-là. Mais évidemment, ils ont eu trop peur en fait que Diane Sare apparaisse dans le débat, donc elle n'est pas apparue. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes invités dans le débat en menant une mobilisation devant les locaux où avait lieu le débat et déployant notamment nos banderoles, notre sound system pour faire nous-mêmes le débat off, tout simplement, où Diane Sare a débattu avec elle-même en posant les bonnes questions et en donnant toutes les réponses qui sont celles que nous voulons amener dans cette campagne, c'est-à-dire le changement du système économique, le changement du système financier. Et donc, ce qu'il faut aussi comprendre, et ça c'est très très important, c'est que au moment de ce débat, les deux candidats qui étaient débattaient dans une grande salle où ils étaient tout seuls avec le journaliste et le public était dans une salle à côté, une grande salle à côté, et devait suivre le débat sur grand écran. Incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas possibilité à un moment donné d'avoir un public. Et ça, c'est très 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 significatif parce que c'est tout simplement dû au fait que nous sommes dernièrement intervenus sur plusieurs élus, et je vais y revenir, sur des élus importants. Et que ces interventions ont créé, si vous voulez, un incendie sur les réseaux sociaux, il y a une visibilité extraordinaire sur les réseaux sociaux. Et maintenant, ils ont peur, en fait, que des citoyens, que ce soit nous ou d'autres, interviennent directement dans des meetings politiques sur des élus pour les confronter et les mettre devant leurs responsabilités sur le problème de la guerre, la politique de guerre qui aujourd'hui ils cautionnent, et le fait que les citoyens ne veulent plus de cette politique et qu'ils doivent rendre des comptes là-dessus. Et je vais venir là-dessus parce que nos interventions sont clés, les interventions de nos militants sont clés pour comprendre en fait un processus nouveau qui est en train d'arriver aux États-Unis et qui pourrait changer bien des choses. Voilà. Donc, une des interventions, j'essaye de tenir mon fil, mon fil de développement. Voilà, une des choses que nous amenons dans cette campagne, et nous l'avons fait dans la rue, devant les locaux de Spectrum News, devant le débat qui a eu lieu, et dans la rue en général, c'est le danger de guerre. Montrant que le Parti démocrate, principalement, le gouvernement actuel, est en train de mener les États-Unis vers une guerre mondiale, et le monde vers une guerre mondiale, et une guerre thermonucléaire. Et c'est un sujet, c'est cette vérité-là, qui n'est pas bonne à dire, et que aujourd'hui, les élus démocrates ne veulent pas. C'est une chose à laquelle ils ne veulent pas être confrontés. Et c'est quand même, disons, quelque chose d'important quand on sait que vous avez notamment le gouvernement russe qui, dernièrement, a réitéré la demande à ce que les 5 permanents du Conseil de sécurité de l'ONU réitèrent, en fait, ce principe qui avait été établi en 1985, au moment assez chaud de la guerre froide, qu'une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et ne doit jamais être menée. Puisqu'on est véritablement dans une situation où cette pression menée par les États-Unis autour de la question de l'Ukraine, sur le conflit en Ukraine contre la Russie, est une question qui préoccupe tout le monde, qui préoccupe notamment la Russie, qui nous préoccupe tous, mais qui doit être mise sur la table dans cette campagne. Et pour l'instant, rien n'y est véritablement. C'est quelque chose qui n'est pas dit comme elle devrait être dite. Donc là-dessus, nos militants, des jeunes militants que nous mobilisons depuis plusieurs années, mais qui sont tout frais dans un certain sens, qui sont des militants qui aujourd'hui prennent conscience de l'importance de leur action dans le processus politique et l'histoire d'aujourd'hui, sont intervenus, comme vous avez pu le voir, on a diffusé, on a partagé en fait ces interventions sur des élus assez connus comme Alexandria Ocasio-Cortez, cette démocrate congressiste qui est très connue, qui est censée représenter les minorités aux États-Unis. C'est une vidéo où on lui a demandé: est-ce que vous êtes pour ou contre la guerre nucléaire, contre une guerre nucléaire?
À quoi elle a dit, vous êtes un peu rude vis-à-vis de moi, excusez-moi, mais soyez un peu plus gentil. Alors qu'il s'agit notamment de se positionner sur un danger de guerre, un véritable danger de guerre. Donc cette intervention a été diffusée, a été vue par des millions de gens sur les réseaux sociaux, partagée sur Twitter. C'est notamment notre ami José Vega et Kainan, un autre jeune, qui sont intervenus sur elle. Mais il y a eu d'autres interventions. Plusieurs interventions de Diane Serre sur des congressistes comme la sénatrice Kristen Gillibrand, une sénatrice démocrate, aussi une autre congressiste, Ilham Omar, donc des personnalités assez connues et qui ne savaient pas comment répondre à cette question fondamentale, est-ce que vous êtes pour ou contre une guerre mondiale? Compte tenu des politiques que vous défendez, est-ce que vous êtes prêt à assumer le fait qu'une guerre mondiale aujourd'hui est un risque qu'on ne peut pas prendre, mais que vous êtes en train de prendre? Et ça, je peux vous assurer, ça a un effet. Plusieurs médias ont repris cela, plusieurs réseaux sociaux, évidemment, beaucoup de chaînes YouTube, jusqu'à notamment le fameux Tucker Carlson, qui est ce chroniqueur de Fox News, je crois, plutôt conservateur, qui est très connu, qui est suivi par des millions de gens, et qui, à un moment donné, a posté cette vidéo montrant en fait qu'il y avait un mouvement anti-guerre qui aujourd'hui s'activait aux États-Unis. Et nous sommes aujourd'hui le catalyseur de ce mouvement anti-guerre. Donc, il faut dire que la pression est énorme sur ces élus, parce que vous avez eu le caucus progressiste démocrate, ces 30 membres du Congrès américain qui ont envoyé une lettre à Biden demandant quand même, on est d'accord avec l'idée de financer le soutien, on est d'accord avec le soutien financier à l'Ukraine et on est d'accord d'envoyer des armes parce qu'il faut soutenir les Ukrainiens. Mais quand même, est-ce qu'on ne devrait pas un peu négocier? Est-ce que vous ne pourriez pas mettre dans votre agenda une forme de négociation? Et cette lettre-là a été donc diffusée par ces 30 membres du Congrès et du membre du caucus progressiste démocrate. 24 heures après, ils ont dû retirer en fait cette lettre, disant qu'ils l'avaient écrite en juin et que maintenant, alors ça c'est totalement bidon certainement, mais qu'ils l'avaient écrite en juin, donc elle date un peu et que maintenant les conditions sont différentes et qu'on ne peut pas accepter en fait de négocier. Donc vous voyez un peu la pression pour éviter toute négociation, toute possibilité à un moment donné qu'on en arrive à une véritable paix, parce que si on ne négocie pas aujourd'hui, c'est sûr que là on est dans une situation où ça peut s'embraser et c'est absolument irresponsable et inconcevable. Donc ça, ce sont nos interventions. Et il y a aussi une intervention sur Obama. Alors là, c'est quelque chose qui a créé une secousse énorme, parce que ça a été vu des millions et des millions de fois. Nous avons deux de nos militants qui sont allés à Détroit à une rencontre, enfin un meeting d'Obama, un meeting électoral. Ils soutenaient le candidat local, ou la candidate locale, je ne sais plus. Mais Obama a dû répondre à deux de nos militants sur le fait qu'il a soutenu un changement de régime en Ukraine en 2014 et qu'il est un des responsables aujourd'hui de la situation de guerre qui peut nous mener à une guerre mondiale. Donc autant vous dire, cette intervention qui a été filmée, a été diffusée, et ça a créé, si vous voulez, une secousse sans précédent dans les réseaux, dans tous les réseaux en fait, plus ou moins d'opposition, ou en tout cas tous ceux qui aujourd'hui réfléchissent à une autre voie. Et je vais y venir parce que ça a un rapport avec la candidature de Diane Serre. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, on est un catalyseur. En fait, c'est vraiment ce principe de catalyseur qu'il faut bien comprendre, puisque nous ne sommes pas si nombreux que ça, mais ce que nous faisons est en train de se répandre, autant vous dire, et d'inspirer d'autres personnes, eux-mêmes qui nous ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux pour dire « Waouh, vous êtes intervenus les gars, mais comment je pourrais faire ça? Comment je pourrais moi-même intervenir sur mes élus? Donnez-moi des conseils, je veux comprendre. » Chose intéressante, c'est que Anthony Blinken, donc le secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères américain, si on peut dire, était au Canada vendredi dernier, a rencontré son homologue canadienne, et des gens sont intervenus sur lui sur la même problématique de la guerre, et nous ne savons pas qui sont ces gens. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas d'idée. On va essayer de voir qui sont ces gens. Mais en tout cas, voyez, ce genre d'intervention commence à se répandre et commence à devenir de plus en plus systématique. Et ça, c'est quelque chose qui va en dehors de nos interventions à nous. Mais ça inspire. Donc cette idée de catalyseur, je crois qu'il faut l'avoir en tête. Et il faut comprendre que, bon, évidemment, c'est vu aujourd'hui comme le mouvement anti-guerre qui est en train de se manifester aux États-Unis. Mais évidemment, c'est plus que ça. Nous ne sommes plus qu'un mouvement anti-guerre. Nous sommes un mouvement qui, aujourd'hui, essaye de bâtir une plateforme
politique, citoyenne, visant à changer et réformer en profondeur le système monétaire, économique mondial, aux États-Unis, mais mondial. Et c'est ce que nous représentons aux États-Unis, mais aussi en France et dans bien d'autres pays du monde. C'est ce que nous faisons en coordination. C'est tout ce processus-là, en fait, qui est en cours. Évidemment, en surface, ça semble être un mouvement pro-guerre, mais les gens savent derrière que c'est Lyndon LaRouche qui a inspiré cela. C'est le mouvement de LaRouche qui est derrière. Et là, c'est bien plus que juste un mouvement anti-guerre. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Et c'est quelque chose que les gens vont commencer à comprendre. Donc la combinaison de ces interventions de nos jeunes militants avec la campagne de Diane Serre crée une résonance à tel point que maintenant elle passe dans certains médias, évidemment pas les médias mainstream, mais les médias YouTube relativement intéressants. Vous avez un programme qui s'appelle The Duran, le Duran, D-U-R-A-N. C'est deux chroniqueurs assez connus, très connus. Ils ont plus de 300 000 abonnés sur leur chaîne YouTube, ils sont très suivis. J'ai pu le constater moi-même en déployant dans la rue, en allant à Manhattan et dans d'autres régions de New York, dans d'autres quartiers de New York. Les gens avaient vu le programme. Et Diane Serre a pu faire une interview de 1 heure avec ces deux chroniqueurs et pour vraiment développer toutes ces idées. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu plus de 95 000 vues déjà depuis une semaine, et ça continue. Et surtout, il y a eu plus d'1 millier de commentaires, et quasiment tous sont positifs. Tous disent, voilà, je vais voter pour elle, c'est sûr qu'elle est courageuse. Enfin voilà, il y a vraiment un écho dans la population. Ça, c'est très important. Ensuite, s'ajoute à cela plusieurs interviews dans Sputnik International, avec un interview de Diane très très long, où elle peut expliquer vraiment l'ensemble de son programme et sa vision d'un dialogue des cultures et d'un dialogue des civilisations, qui fait écho aussi au fait qu'à New York, vous avez énormément de différentes personnes venant de pays différents. Vous avez, voilà, c'est un melting pot comme on dit, et ce genre de choses parle énormément aux citoyens. Euh, Vous avez aussi une apparition de Diane donc, dans un programme très 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 important. En fait, si vous voulez, bon, pour vous donner un sens, il y a donc oui, les articles sur Sputnik ont été ensuite diffusés dans des médias pakistanais, donc sa campagne rayonne à travers le monde. C'est intéressant. Nous-mêmes, nous voulons faire connaître cette campagne aux citoyens français pour qu'ils sachent que quelque chose de bon vient des États-Unis actuellement. Et toute cette résonance, et surtout l'intervention aussi sur Obama, a tout d'un coup capté l'intérêt de certaines personnalités importantes, dont un certain Jimmy Dore, D-O-R-E. C'est un acteur, mais aussi un chroniqueur politique, humoriste, très suivi. Il a sa chaîne YouTube à 1 million d'abonnés, plus d'1 million d'abonnés. Et quand il fait des shows, il y a 15-20 000 personnes qui le suivent en direct, et après, ses vidéos font plusieurs centaines de milliers de vues. Et il a consacré, donc il a notamment, à un moment donné, pointé du doigt le fait qu'il y a eu cette intervention sur Obama par deux militants, et on se demandait, mais d'où viennent ces militants? Évidemment, ce sont des Larouchistes, ce sont des gens du mouvement de Larouche. Et lui s'est demandé, d'ailleurs, chez les Larouches, il n'y a pas une candidate indépendante face à Chuck Schumer dans l'État de New York, hein? Eh bien, il faut leur donner une voix. Il faut leur donner une voix au mouvement anti-guerre, il faut leur donner une voix. Donc le lendemain, Diane Serre est passée, donc hier en fait, Diane Serre est passée hier soir sur le programme de Jimmy Dore. Il y a eu plus de 15-20 000 vues en direct, et ils lui ont consacré 4-5 minutes pour qu'elle puisse mettre de l'avant sa campagne. Et surtout, je pense qu'il faut bien avoir en tête, c'est le fait qu'on lui a posé la question sur qui était Lyndon LaRouche et quelles étaient ses idées. Et elle a pu donner un sens de ce que Lyndon LaRouche a pu faire ces 15, 20, 30, 40 dernières années, même depuis les années 70, son combat pour faire dérailler le système de l'oligarchie financière en proposant une coopération avec les pays non alignés, ce qu'on appelait notamment la bombe de la dette, c'est-à-dire l'idée que les pays qui faisaient face aux terribles politiques de la Banque mondiale et du FMI, ces pays puissent s'allier pour menacer de ne pas payer la dette et exiger un nouveau système économique et financier, avec une des propositions de LaRouche qui était cette banque d'investissement, cette banque de développement international, visant à donner un système bien plus équitable, permettant des investissements dans les infrastructures, dans les investissements dans tout ce qui, dans le développement humain réel, dans les nouvelles technologies,
et garantissant en fait de libérer tous les pays anciennement colonisés de cette espèce de système de colonisation économique et financière que l'on vit encore aujourd'hui et que même des pays développés subissent aujourd'hui compte tenu de l'austérité et de l'hyperinflation qui menace, qui est là. Donc Diane a pu amener ce qui est là-bas ils appellent le LaRouche stuff, c'est-à-dire Lyndon LaRouche revient et revient notamment dans les ondes, à travers le net, disons, il revient avec des personnes qui ne sont pas censées, qui n'étaient pas censées défendre ces idées, ou du moins qui ont longtemps voulu mettre de côté le combat qu'il a mené. Mais ce qui se passe aujourd'hui à New York, et ce qui se passe globalement dans le monde, en fait, avec ce danger de guerre et cette crise financière que tout le monde subit, tout ça commence à sortir véritablement. Et le LaRouche stuff, le truc LaRouche, revient sur le devant de la scène. C'est quelque chose qu'on doit évidemment pousser plus, mais c'est certainement quelque chose qui peut vraiment faire trembler l'oligarchie dans une certaine mesure, car si la population s'empare de ces idées-là, c'est quelque chose qui peut devenir inarrêtable dans un certain sens. C'est ce que nous, on cherche. Et ça, c'est exemplifié par exemple par une des dernières interventions d'un YouTuber qui s'appelle Jackson Hinkle, un jeune, qui est un chroniqueur, polémiste, qui a quelques dizaines de milliers d'abonnés à sa chaîne YouTube, et qui est assez suivi, et qui est venu à une de nos conférences de jeunes en octobre, une conférence organisée par l'Institut Schiller à Manhattan, justement, où étaient présents plus d'une centaine de jeunes, et où certains, disons, chroniqueurs de YouTube, certains influenceurs sont venus partager leur point de vue avec des jeunes militants du mouvement de LaRouche pour échanger et pour donner un sens véritablement qu'ils étaient à fond dans cette campagne et qu'ils soutenaient en fait l'initiative et les idées que nous défendions. Donc Jackson Hinkle vient de faire une vidéo intitulée « He was right ». Il avait raison. Et ce « il », c'est bien évidemment Lyndon LaRouche. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui découvre, qui connaissait les idées plus ou moins, qui était en désaccord avec certaines des idées que nous défendons. Il est certainement d'ailleurs toujours en désaccord avec certaines. Mais dans cette vidéo, il reconnaît que ce que Lyndon LaRouche avait dit il y a 30-40 ans sur le fait que ce système mènerait nécessairement à un effondrement financier, économique et social et à une guerre, si dans la logique ultime, que ce qu'il avait dit il y a 30-40 ans, ben, on y est, et qu'il avait totalement raison, et que ben, comme un bon médecin qui a un bon diagnostic, il doit avoir le bon remède, donc il faut y regarder de plus près, et que ce qui est aujourd'hui ce que nous défendons, cette réorganisation en profondeur du système monétaire, cette idée de revenir à un système, un nouveau Bretton Woods, c'est ce qu'il faut défendre. Donc c'est juste pour donner un sens des changements aujourd'hui qui sont en train de s'opérer. Ce sont peut-être des changements, pas encore si vous voulez, d'une grande ampleur, mais qui, avec cette idée de catalyseur, donne un sens vraiment du potentiel. Et autant vous dire, là, la campagne n'est pas terminée. On a encore une semaine, un petit peu moins d'une semaine en réalité. Et autant vous dire, mes amis, là, aux États-Unis, sont pas trop dans le bureau parce qu'ils sont aujourd'hui partout dans les rues de New York à distribuer tous nos tracts et nos journaux et à faire le maximum jusqu'au jour de l'élection. Ils sont décidés à mobiliser d'ailleurs tout leur réseau. Donc peut-être ce week-end, y aura-t-il une centaine, peut-être voire 200 citoyens dans tout New York qui iront mobiliser d'autres citoyens pour faire connaître la campagne de Diane Sare. Donc c'est cette idée-là, ce que je trouve intéressant, vous voyez, c'est cette idée de catalyseur, c'est qu'aujourd'hui, ces interventions de nos jeunes ont créé sont une forme de source d'inspiration qui est en train de prendre de plus en plus dans la population. Et en même temps, c'est quelque chose qui redonne une véritable confiance dans le fait que la population a un pouvoir. Elle a un pouvoir, et ce pouvoir, il faut qu'on le saisisse, et il faut qu'on le saisisse en l'utilisant le plus efficacement possible, en allant directement aux causes, en disant la vérité. Parce que cette vérité-là, la vérité que ne veulent pas entendre les politiciens aujourd'hui, corrompus, c'est une vérité qui fait réagir la population. Quand on intervient sur ces politiciens, on n'intervient pas pour les changer eux, en réalité.
On intervient pour changer ceux qui sont témoins d'une intervention, qui est une intervention de simples citoyens, mais qui, aujourd'hui, de jeunes surtout, et ça, il faut le dire, ce sont principalement des jeunes qui interviennent, de jeunes qui veulent un avenir et qui veulent être acteurs de cet avenir-là. Et ça, je peux vous assurer, c'est quelque chose qui incarne, dans un certain sens, cette volonté du bloc populaire. Moi, je suis donc aux États-Unis actuellement, je discute avec quelques Américains, et ce système démocrate-républicain, ça prend encore un peu, mais c'est quelque chose que les gens commencent à rejeter sérieusement, et ils veulent autre chose. Donc ça incarne exactement ce même élan en France, ce bloc populaire, au-delà de la gauche, de la droite, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, qui est désireux d'une justice, désireux de prendre en main son destin, et qu'à un moment donné, la politique serve véritablement l'intérêt général. Et ça, vous avez la même volonté là que chez nous. C'est clair que ça, c'est un principe universel qu'on ne peut oublier. Donc, voilà, c'est ce vent de résistance, je vais conclure à un moment donné, ce vent de résistance, il n'est pas seulement américain, il est universel, et il doit souffler chez nous, il peut souffler chez nous, ça c'est sûr, et c'est un vent qui est là pour faire trembler, si vous voulez, le colosse au pied d'argile. Et c'est aujourd'hui très important qu'en France, on ait ce sens de ce qui se passe dans le monde et de comment en France, dans les temps qui viennent, on doit intervenir dans le processus politique, même s'il n'y a pas d'élection en vue. Il faut voir si certaines élections, peut-être des élections législatives anticipées, si on peut dire, si jamais quelques élections législatives ont lieu, il faut se préparer à pouvoir les mener. Mais voilà, il faut absolument que chacun d'entre nous, chacun d'entre nous fasse plus dans une situation comme celle-ci, se pose toujours la question de comment intervenir dans la sphère publique, comment amener nos idées dans la sphère publique et rayonner le plus possible. Que ce soit auprès des élus ou alors dans certains médias, dans certains réseaux sociaux, toutes les options sont bonnes. Et évidemment, c'est pourquoi dans une situation comme celle-ci, vous devez soutenir nos mobilisations en France. Parce que je vous parle ici en tant que aussi patriote français, en tant que militant dans ce cher pays en France, où vous tous, vous devez nous aider, vous mobiliser avec nous, nous appeler, voir ce que vous pouvez faire. On est là pour notamment vous aider à vous donner des éléments pour agir, tout simplement. Nous avons du matériel, nous avons notre journal, notre site internet sert aussi à faire connaître ce que nous avons à dire. Donc, agissez avec nous et soutenez-nous financièrement. Nous avons besoin de moyens financiers, plus que tout, car c'est le nerf de la guerre pour gagner la paix, justement. Et soutenez-nous pour tout simplement vous soutenir. Voilà, c'est quelque chose qui est simple, c'est pas quelque chose d'extérieur à vous. Cette bataille, c'est la vôtre. En tout cas, nous, on la donne, on permet à tous de pouvoir la mener, mais ça demande à ce que chacun participe à la hauteur de ses moyens et de son temps. Donc c'est un appel depuis les États-Unis à ce que vous puissiez vous mobiliser encore plus en France, sachant ce qui se passe ici. Et je vous donne rendez-vous, parce que je ne vais pas rester aux États-Unis éternellement. Je reviens après l'élection du 8 novembre. L'élection donc a lieu le 8 novembre. Et le 16 novembre, au Café du Pont-Neuf, tout simplement à Paris. Donc le 16 novembre, jeudi 16 novembre, si je ne m'abuse, ou peut-être mercredi. Vous voyez, c'est le jet lag. Regardez sur notre site, en tout cas c'est le 16 novembre, mercredi oui, à 19h au Café du Pont-Neuf. Je serai là pour présenter ce que j'ai pu voir de cette campagne. Je présenterai certainement un peu ce que j'ai dit là, mais beaucoup plus. Et donner un sens voilà, de comment s'inspirer de cela, ici, là où vous êtes, en France, pour gagner, pour une victoire de la vérité, en tout cas une victoire de ces principes qui doivent nous amener une plus grande justice et un avenir certain. Donc, j'espère que vous serez nombreux le 16 novembre. En attendant, eh bien, je vous dis mobilisez-vous et amusez-vous. Voilà, have fun. Je vous dis au revoir et à très bientôt.